Vous avez cliqué. Bienvenue. Vous savez déjà que vous ne verrez pas exactement ce que laisse présager la miniature, et pourtant vous êtes là. Installez-vous et suivez-moi dans ce petit tour du monde des webcams insolites. Dans les années 90 et au début des années 2000, à la grande époque du modem 56K et de son chant mélodieux, de petits appareils ronds en plastique avec un œil de verre ont fleuri au-dessus des écrans de nos ordinateurs fixes, les webcams. Des caméras basse résolution connectées à internet qui nous permettaient d'apparaître en live et en bons gros pixels sur MSN et sur Skype. Aujourd'hui, la mode est passée et les lois sur le droit à l'image ont un petit peu aveuglé les webcams placées dans des lieux publics. Oui, parce qu'on n'a plus trop le droit de filmer des gens sans leur consentement, mais on en trouve encore dans des lieux touristiques comme les stations de ski pour que les vacanciers puissent jeter un œil à l'enneigement avant de chausser les skis et de finir dans le plâtre. J'aime pas le ski, je comprends pas le concept. Ou dans des stations balnéaires histoire d'allécher le chaland. Oui, je suis née en 1812. Et quand on cherche bien, on peut encore tomber sur des live streams complètement décalés ou juste super intéressants, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout, la dernière est très très cool. Un très bref historique avant d'attaquer, parce que l'origine des webcams, elle est assez drôle. La toute première webcam, elle filmait ça. C'est une cafetière. Vide en l'occurrence, et c'est justement pour éviter de tomber face à une épouvantable machine à café vide que deux chercheurs du département informatique de l'université de Cambridge au Royaume-Uni ont eu l'idée en 1991 d'installer une caméra pour la surveiller en temps réel. Ils ont tiré des câbles sous le plancher, ont développé un logiciel dédié appelé Xcofy, relié la caméra au réseau de l'université, et ainsi créé la toute première webcam qui disposait d'une résolution de 128 par 128 pixels. Le monde entier a pu suivre en direct et à un niveau de grille la vie palpitante de la cafetière à partir de 1993, lorsque la caméra a été connectée à Internet. La page intitulée Webcaméra a fermé en 2001 et la dernière image transmise, ça a été ça. Une main qui éteint le switch du serveur. C'est fou le nombre de trucs qui ont été inventés grâce à la flemme. Pour rappel, le premier appareil connecté était un distributeur de soda à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh aux États-Unis. Les étudiants pouvaient surveiller en temps réel son niveau de remplissage et la température des boissons, là encore pour éviter de se déplacer pour rien. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le Nabastag que je vous invite à aller regarder si vous ne la connaissez pas. Tout ça, bien sûr, c'était bien avant que les webcams deviennent synonymes de gaming en live, d'apéro Zoom pendant le confinement et de réunions de travail en visio, ces grands moments d'angoisse dans lesquels un participant a toujours un problème de connexion, un problème de micro, un problème de caméra, ou filme son front et le plafond pendant toute la session. Allez, assez patienté, place au tour du monde. On commence doucement en allant pas trop loin, direction la Normandie, plus précisément Le Havre en Seine-Maritime. Si comme moi vous habitez loin de la mer et que vous avez la nostalgie des mouettes, oui ça existe. Cette webcam fixée sur le toit du musée d'art moderne André Malraux est faite pour vous. Vous pourrez admirer la vue imprenable sur la Manche et le balai des navires dans le plus grand port à conteneurs de France. Par contre, je commence à envisager l'hypothèse d'un complot de la mafia normande, parce qu'à chaque fois que je regarde, il fait beau. Et c'est assez frustrant quand on passe toute la journée dans le brouillard. On reste en France pour la deuxième. Bon, promis, pour la prochaine, on change carrément de continent. Avec une super idée de la mairie de Sarralbe, en Moselle. Bienvenue sur Télé Cigogne. Introducing Maurice and Melody. Maurice et Mélodie. Là, je sais pas si c'est Maurice ou si c'est Mélodie, je ne sais pas les différencier, et ce sont des oiseaux qui présentent peu de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'il y a peu de différence d'aspect entre le mâle et la femelle. Mais en tout cas, c'est trop chou! Vous pouvez donc suivre, grâce à cette webcam, la vie des deux oiseaux bien connus des habitants de Sarralbe, qui reviennent nicher chaque année sur le toit de la mairie. Les cigognes, pas les habitants. Nos deux cigognes sont des migratrices partielles. Vous m'écoutez pas, là? Non, vous m'écoutez pas, vous êtes en train de trouver la cigogne trop choupie. Bon allez, bouchez-vous les yeux. On reprend. Migratrices partielles, disais-je, Maurice et Mélodie n'occupent certes pas leur nid tout l'hiver, mais elles restent quand même dans la région, à la différence de beaucoup de leurs congénères qui passent une bonne partie de l'hiver en Afrique. La transition est toute trouvée, c'est justement en Afrique qu'on se rend pour la prochaine caméra. Alors celle-là, elle est juste incroyable. Elle a été posée en Namibie, à côté d'un point d'eau dans le désert du Namib. Webcam plus point d'eau, surtout dans un environnement aussi aride, c'est le combo idéal pour pouvoir voir des animaux. Et ce qui est génial avec ce live, c'est qu'il y a un chat dans lequel les participants indiquent
Elle aurait été vue pour la première fois en 1937 par un gardien dans la cave de la bibliothèque, puis à plusieurs reprises par une bibliothécaire, Margaret Meyer. Des phénomènes paranormaux, essentiellement des livres qui tombaient tout seuls de leurs étagères, auraient également été observés. Mais apparemment rien qui n'aurait été immortalisé par la webcam. Et pour couronner le pompon sur le gâteau, Lorraine Warren, venue sur place dans les années 70, aurait confirmé la présence d'une entité qui serait liée non pas à la bibliothèque, mais à la terre même qui se situe en dessous. Le fantôme d'une taupe. Un ectoplasme. Un ectoplasme. Si vous voulez connaître mon opinion sur le couple Warren, je vous encourage à aller faire un saut sur l'excellente chaîne Occulture. Un ectoplasme. Je me range complètement derrière les avis de Marie-Madeleine et Nova Alexandre concernant le démonologue, sa médium d'épouse et leur stupéfiante stratégie marketing. Capacité psychique. Leur stupéfiante capacité psychique. Qu'on croit aux fantômes ou qu'on n'y croit pas, ectoplasme. Cet angle paranormal constitue un super moyen d'attirer l'attention sur la bibliothèque et d'y faire venir du public. Et ça, c'est une initiative à saluer. Aucune transition cette fois-ci, pour la vidéo suivante, on atterrit au Groenland. Je ferais bien une vanne en rapport avec l'actualité et Donald Trump, mais... c'est même plus drôle en fait. Allez, on se fait un petit tour du territoire danois et de ses tarmacs. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Greenland Airports et qui vous offre des images en direct des aéroports et héliports du pays. Bon, la couleur dominante en ce moment c'est le blanc, hein. Le blanc rayé aussi, des fois. Si vous voulez avoir un aperçu en temps réel du trafic aérien, histoire de voir se poser en direct un aéronef au Groenland, par exemple le jet de Trump avec Junior à bord, et voilà, j'ai fait la vanne. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul! Vous avez des sites comme Flight Radar et... Oh la vache, il y a beaucoup trop d'avions! Bon, sinon vous avez carrément le détail des arrivées et des décollages pour chaque aéroport sur un site dédié. Hein. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Bon, cette histoire-là, elle est déjà sympa, les avions, les aéroports, mais là où ça devient carrément magique, c'est quand on se souvient que dans le ciel groenlandais, il n'y a pas que des avions. Il y a des aurores boréales aussi. Je ne l'ai pas vue en direct, celle-ci, hein. Il était 2h du matin au Groenland, donc 5h chez nous, clairement je dormais. Là, vous l'avez en vitesse x40 et j'ai poussé un peu la saturation et le contraste, mais grâce au webcam de Greenland Airports, vous pouvez assister en direct aux danses colorées des aurores boréales. Alors ça nécessite un minimum de préparation et de chance. Il y a des applis qui permettent de surveiller en temps réel la probabilité d'apparition des aurores boréales, mais il faut vraiment tomber au bon moment. Ce phénomène lié aux éruptions solaires peut durer entre quelques secondes et plusieurs heures. Explorer la timeline du direct, avec l'aperçu, on peut en repérer assez facilement. On continue sur notre lancée cosmique et cette fois, on ne s'arrête pas. Prochain arrêt, la thermosphère. Celle-ci, je pense que c'est la plus belle en fait. Elle se passe de commentaires, je vais juste contextualiser un petit peu. Vous êtes à bord de l'ISS, la station internationale, qui gravite à une altitude maintenue entre 330 et 420 km. Sur la chaîne YouTube de la NASA, vous pouvez donc, vous voir en fait. Faites-vous coucou, c'est notre maison là, c'est chez nous. Grâce à un autre live sur la même chaîne, vous pouvez même suivre les sorties des astronautes en temps réel lors d'interventions de maintenance par exemple. Un live stream qui fait du bien, qui permet littéralement de prendre de la hauteur et de remettre les choses en perspective. C'est où la Bretagne ? Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien l'esthétique des webcams. Ces images crues, en direct, l'authenticité qui s'en dégage, l'imperfection qui rappelle un peu le grain de l'argentique, et je trouve super qu'on puisse encore s'émerveiller aujourd'hui grâce à ces petits appareils qui existent depuis plus de 30 ans. Alors bien sûr, à la grande époque des webcams, on connaissait déjà les trucages photos et vidéos. Un live stream, ça peut être fake, ça peut être manipulé, ça peut ne pas être en direct. Il y a d'ailleurs eu des ARG filmés par webcam à l'image de Lonely Girl 15, un très bon choix de mode de prise de vue qui renforce la proximité avec le personnage et qui, comme dans tout ARG, brouille un peu plus les frontières entre le réel et la fiction. Au début des années 2000, les appareils de prise de vue, en plus des webcams, c'était les appareils photo, argentiques et numériques, les caméras, les caméscopes, bref des appareils qu'on n'avait pas toujours sur soi et qu'on emmenait uniquement quand on avait un objectif. Objectif,
caméra, un ectoplasme. Le mec s'appelle On. Avec le développement des smartphones et celui en parallèle des réseaux sociaux, on a pris l'habitude d'avoir sur nous en permanence un appareil photo. Ouah, ça fait super boomer ce que je suis en train de dire. Super boomer. Ça a permis plein de belles choses, et de capturer des moments qui nous auraient échappé sans, mais ça a aussi engendré une espèce de compétition de la vie privée. On veut les meilleures photos, les meilleures vidéos, celles qui nous mettent le plus en valeur, celles qui seront le plus likées, commentées, super boomer encore, super boomer. Super boomer. Ce qui a engendré une optimisation permanente de l'image, quitte à ce que les photos soient de moins en moins fidèles à la réalité. Une image instagrammable, c'est une image hyper saturée, lissée, qui ressemble d'assez loin à ce qu'a vu le photographe. Ça a donné naissance à une nouvelle esthétique, mais ça a forcément modifié notre rapport au réel, qui peut apparaître fade, terne, froid. Du coup, je me dis que cette vidéo peut être un bon moyen de retrouver un petit peu d'authenticité et de se souvenir que, sur les réseaux sociaux comme sur YouTube, tout est mis en scène. Bon. Vous vous apprêtez à regarder une séquence mal montée, peu scriptée et sans aucun travail sur la colorimétrie. Ceci afin de servir un propos. Et parce que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Si vous aviez embarqué uniquement pour les webcams rigolotes, vous pouvez descendre à cette escale, allez ciao. Mais si vous souhaitez continuer et que vous n'avez pas peur de saigner des yeux, je vous invite à boucler vos ceintures. Ah la vache, ça va être dur la webcam. D'ailleurs, faut pas que je me regarde, faut que je vous regarde vous, sinon je me parle à moi-même. Vous êtes toujours dans une vidéo sur les webcams, comme vous pouvez le constater. Tout va bien, tout ce que vous avez vu avant est vrai. Le bébé zèbre, les aurores boréales, tout ça, c'est vrai. Vous avez tous les liens en description, vous pouvez aller vérifier. J'espère quand même que vous avez eu un petit frisson au moment du zoom arrière et que vous vous êtes dit mais quoi, tout ça n'était qu'un rêve? Non. Mais si vous vous êtes posé la question, c'est très bien. En fait, je voulais terminer cette vidéo sur une touche un peu plus sérieuse, un peu plus deep talk. Je voulais parler un peu du rapport à l'image qui a changé très vite, en grande partie avec l'arrivée et le développement des réseaux sociaux. Et je voulais le faire de façon un peu plus spontanée, un peu moins scriptée que ce que je fais d'habitude. J'ai un script, quand même. J'ai écrit plein de choses dedans, mais je vais essayer de m'en détacher un peu et de parler plus librement. Sur les réseaux sociaux, en fait, alors ça va peut-être paraître évident pour plein de gens, mais on poste évidemment que ce qui nous met en valeur. On poste les bons moments, les super souvenirs, c'est normal, c'est un peu fait pour ça. C'est des photos souvent édulcorées, c'est pris à un moment qui a existé, mais c'est souvent retouché. Il suffit d'un geste sur un smartphone pour retoucher une photo, pour la rendre beaucoup plus saturée. On parle même pas de Photoshop, n'importe qui peut transformer une photo sans aucune connaissance de la retouche photo. Les retouches photos, ça existe depuis longtemps, sauf que Photoshop, faut quand même une certaine maîtrise, faut un savoir-faire, faut du temps, faut des heures, etc. Ah, coucou le chat. Voilà, il se recouche. Avec un smartphone, vous prenez votre photo, un appui, et votre photo devient instagrammable. Vous pouvez la poster sur les réseaux sociaux. Comme je le disais tout à l'heure, on poste les bons moments, on poste pas les échecs, on poste pas les doutes. Enfin, ça dépend de votre usage des réseaux sociaux. Partez du principe que pour tout ce que je vais dire, il y a des exceptions, et que l'exception, c'est peut-être vous. On poste pas les échecs, et surtout, on poste pas le quotidien. Parce que le quotidien, c'est chiant. Par moments, c'est vide, il se passe rien, ou rien de spécial. Il se passe un paquet de trucs qui sont pas instagrammables. C'est la vie, juste, c'est normal. Et ça serait pas un problème si on n'était pas noyé d'images hyper saturées de gens qui font des trucs de fou ou qui en apparence réussissent tout. On sait que c'est en apparence, en général c'est une sorte de jeu dont on est conscient, mais je trouve pas mal de le rappeler quand même. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est une réalité alternative, c'est un peu la personne dans un monde idéal. C'est une photo prise à un instant T, on connaît pas le contexte, et vous avez beau mettre des pavés de texte pour expliquer le contexte, ce qui va rester c'est l'image. Alors j'ai un rapport spécial aux réseaux sociaux. Ça fait plusieurs années en fait que j'ai de plus en plus de mal à aller sur les réseaux sociaux, j'y vais quasiment plus. J'ai un gros malaise à chaque fois que je dois y aller, j'ai une angoisse avant de lancer l'appli. Et en fait, plus j'y réfléchis, plus ça me fait penser au phénomène de l'Uncanny Valley. Vous savez, ce phénomène de la vallée de l'étrange, c'est cette sensation qu'on a quand on regarde un androïde hyper perfectionné, très humanoïde en fait, et qui nous inspire à la fois un mélange de dégoût et en même temps de fascination. Avec les réseaux sociaux, moi ça me fait ça.
je vois des humains qui sont pas des humains, je vois des animaux qui sont pas des animaux, je vois des vies qui sont pas des vies. On est au-delà de la mise en scène. On sait qu'on se met en scène sur les réseaux sociaux, il y a toujours une petite part comme ça, même quand on veut être sincère. Mais là, moi je le ressens comme ça. J'ai l'impression que tout est décalé, un tout petit peu, de quelques millimètres que c'est décalé, et ça me met très mal à l'aise. Et donc pour revenir à ce truc de rapport à l'image et des réseaux sociaux, c'était déjà compliqué du coup, et est arrivé l'IA. Alors l'IA en soi, c'est pas un problème. D'ailleurs, l'IA, ça veut pas dire grand-chose. Les outils d'IA sont ce qu'ils sont, des outils. Un outil, c'est un moyen d'eux, c'est pas une finalité. Tant qu'on s'en sert comme outil, ça peut être super pratique, mais il faut garder en tête que c'est un outil et que vous devez faire une bonne partie du travail. Vous pouvez vous appuyer sur l'IA, mais il y a des choses à confirmer, à vérifier. Voilà, ne croyez pas ChatGPT sur parole. Il fait des erreurs, ChatGPT. Il a des biais. Les IA ont des biais comme les humains en fait. L'IA, là où elle est problématique, mais il y a plein de gens qui en parlent bien mieux que moi, c'est évidemment tous les enjeux éthiques et moraux. Et ce qui, moi, m'inquiète le plus, en fait, c'est la diffusion à grande échelle. Des deepfakes, des images générées par IA. L'image en soi est pas problématique, elle l'est à partir du moment où on n'indique pas que c'est une image générée par IA, et elle l'est évidemment encore plus quand on essaye de manipuler, de faire passer des messages à partir d'images qui n'existent pas. En fait, la scène n'a jamais existé. D'ailleurs, si vous pensez que vous pouvez détecter une image générée par IA sans souci, il y a un droit en trop, les yeux sont bizarres, machin, on va faire un petit test. Je vais vous afficher 4 images et à vous de trouver laquelle ou lesquelles ont été générées par intelligence artificielle. Voilà, je vous les affiche à l'écran. Je vous laisse quelques secondes, voilà, regardez-les bien, laquelle ou lesquelles ont été générées par IA. 1, 2, 3, 4. Aucune, c'est mes photos, hein, donc je connais la source. Les portraits ont été pris au festival de théâtre de rue d'Aurillac, d'où des situations un peu insolites, mais ce sont de vraies photos. Alors je vous ai piégé un peu, hein, à partir du moment où je vous ai mis dans la tête qu'il pouvait y avoir des images générées par IA, votre cerveau a cherché des images générées par IA, je l'ai fait tout simplement parce que maintenant sur les réseaux sociaux, on sait qu'il peut y avoir des images générées par IA, et moi, même chose, le peu de fois où je vais sur les réseaux sociaux, ça me rend dingue parce que je vois de l'IA partout. Et je me trompe, il y a des photos, non, c'est une vraie photo. Ça peut être une photo extrêmement retouchée, voire juste une très bonne photo, mais j'ai toujours le doute. Et il y a vraiment des images qui me rendent dingue. Je veux trouver absolument la source, je veux vérifier, c'est pour ça que je vais plus trop sur les réseaux sociaux, entre autres. Voilà, donc bon, vu que je vous ai piégé un petit peu, on refait le test. Je vais vous afficher à nouveau 4 images, à vous de me dire lesquelles ont été générées par IA. Je vous les mets, 1, 2, 3, 4, à votre avis, laquelle ou lesquelles ont été générées par intelligence artificielle. Toutes les 4. Si vous aviez deviné, bah tant mieux pour vous, apprenez-moi, parce que moi je fais pas la différence. Je la fais pas. Je sais que les gens qui travaillent dans la communication et qui utilisent des outils d'IA ont plus l'habitude, justement peut-être avec ce phénomène d'Uncanny Valley, de se dire justement, non là je ressens un truc bizarre quand je regarde cette photo, à mon avis c'est de l'IA. Moi je ressens ça face aux vraies photos des gens sur les réseaux sociaux. Et un portrait généré par IA, je fais pas la différence. Un portrait réaliste, je fais pas la différence. On en est à un point où certaines images générées par IA sont plus réalistes que des photos instagrammables qui ont été ultra retouchées, ultra saturées. Vous avez des photos IA qui sont plus réalistes. Voilà ma petite hot take par rapport à l'image en fait et au rapport à l'image. Juste posez-vous des questions. Voilà, ne prenez rien pour acquis, cherchez, essayez de remonter la source. Enfin, n'en devenez pas dingue comme moi, mais voilà, posez-vous des questions. Et du coup, ce format webcam, il me permet d'aborder un autre sujet. Pareil, je vais le traiter rapidement parce que ça a déjà été fait par d'autres. Qu'est-ce que ça change pour vous que j'apparaisse comme ça? Par webcam, pas maquillée, enfin vous croyez vraiment que je suis pas maquillée, peu maquillée. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Est-ce que j'ai l'air plus sincère, plus spontané? Est-ce qu'on se dit, ah bah voilà, là, elle nous parle librement, c'est moins travaillé, voilà. Est-ce que vous vous dites ça? Si oui, bah non, en fait, j'ai mis plusieurs heures à écrire ce texte, je l'ai pas appris par cœur. Je digresse un peu, j'utilise mes mots, pas ceux que j'ai écrits, qui étaient déjà mes mots, mais je veux dire, enfin bon, vous avez compris. C'est une mise en scène aussi. J'ai choisi d'apparaître en webcam, j'ai choisi de peu me maquiller, j'ai choisi ma coiffure, j'ai choisi mes vêtements, j'ai choisi le cadre. C'est pas parce que ça a l'air naturel et sincère que ça l'est. Sur les réseaux sociaux et sur YouTube, la spontanéité est calculée. Pas tout le temps, c'est pareil, il y a des gens qui font des vidéos spontanées comme ça, prennent la caméra, ils filment. Mais quand même, partez du principe qu'à partir du moment où on allume une caméra, il y a une mise en scène, on a choisi de se filmer à ce moment-là, de dire ce
qui nous passait par la tête ou ce qu'on avait préparé longtemps avant. Renseignez-vous sur les mécanismes des relations parasociales, ça peut être très bien. Il n'y a pas de mal à adhérer à l'univers d'un créateur de contenu, sur Twitch notamment à faire partie d'une communauté, mais c'est une relation parasociale. Il y a social dedans, il y a aussi para. Il y a plein de mécanismes et de techniques en fait de captation de l'attention, des choses qui permettent de vous retenir sur les vidéos, d'avoir l'air plus spontané, plus accessible, de jouer sur le sentiment de proximité. J'en ai utilisé plusieurs dans cette vidéo, des techniques comme ça. Essayez de les identifier, je les liste en description. C'est pareil, il faut pas avoir ça en tête tout le temps. Et puis ça empêche pas de faire des vidéos de qualité et des vidéos spontanées, mais c'est un peu comme la publicité. Il y a des mécanismes qui sont là pour générer des vues, pour vous faire rester. C'est normal, il y a plein de créateurs de contenu qui en vivent en fait, ou qui essayent d'en vivre, donc ils ont besoin d'argent. Mais je sais pas comment dire ça, restez conscient de ça. Vous n'êtes pas manipulé. Tous les youtubeurs sont pas des méchants manipulateurs qui veulent vous vendre des produits via des sponsors. Les sponsors, ça les fait vivre. Mais je trouve intéressant d'avoir un regard un peu critique quand même sur ce qu'on regarde et de temps en temps d'essayer d'identifier ces techniques qui sont là pour vous faire rester. Vous êtes l'unique ressource exploitable de l'économie de l'attention. Je l'ai écrit ça, hein, les belles phrases, je les ai écrites avant. Vous êtes la seule ressource exploitable de l'économie de l'attention. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez, l'algorithme, c'est vous. Soyez curieux, mais restez conscient. À la prochaine.